présente pas. Tu veux que quelqu'un te présente? Pas toi. Donc on va s'en passer. Ça ira comme ça. Alors, bon, c'est le dernier midi de la recherche. Dans un mouvement relativement autoritaire, je me le suis auto-attribué. Et il y a quand même des raisons valables pour avoir fait ce choix autoritaire, comme bien souvent les choix autoritaires d'ailleurs. Et vous allez le voir dans les objectifs que je me suis assigné pour cette petite conférence. Donc le titre ne l'indique pas, mais c'est un midi de la recherche. Et donc je vais essayer de faire exister scientifiquement un sujet pareil, avec deux objectifs qui vont correspondre à deux moments différents un peu de la présentation. D'abord proposer un autre regard sur les stéréotypes et les lieux communs, sur la pratique des stéréotypes et des lieux communs dans la société, sur le rôle éducatif et médiatique, ce qui fait qu'il y a au moins 2 voire 3 départements de la haute école qui sont concernés par ce genre de sujet, en essayant d'aller au-delà de l'impératif qui est devenu lui aussi, entre-temps un lieu commun, qui veut que déconstruire les stéréotypes soit la panacée, la seule activité digne d'intérêt face à ce genre de phénomène. C'est un lieu commun que la déconstruction des stéréotypes qui en plus alimente assez bien notre circuit de formateurs, de formation initiale et continue, les différents organismes qui gravitent autour de notre petit monde enseignant. Et donc il ne paraissait pas inutile de revenir à ce que disent une partie des sciences humaines sur le rôle parfois constructif des lieux communs et des stéréotypes. Et puis la deuxième partie, elle est un peu évidente, c'est que je vais essayer de donner un exemple relativement universel de la chose, puisque les lieux communs sur les cons traversent littéralement l'espace social et la culture transmédiatique depuis un certain nombre d'années, voire de décennies, et donc je vais prendre ça un peu comme un sujet de recherche que je vais retracer, puisqu'il a donné lieu à un petit essai qui paraîtra dans 2 semaines. Alors, première chose, il me semble qu'une première manière de décentrer notre regard sur les stéréotypes, c'est de prendre un petit peu de recul historique. Et se rendre compte, en l'occurrence, que la culture occidentale, l'Europe, les États-Unis, n'a pas toujours eu peur de la stéréotypie, n'a pas toujours eu peur des lieux communs, n'a pas toujours considéré que c'était grave ou que c'était banal. C'est une affaire du 19e siècle que cette peur des lieux communs et des stéréotypes. Je reprends une citation de Ruth Amossi qui a écrit une très bonne synthèse sur le sujet, qui est une analyste du discours et qui explique que depuis un siècle environ, le développement de la presse, puis des différentes formes de médias, l'avènement des sociétés démocratiques modernes ont créé une hantise de la stéréotypie. On dénonce le prêt-à-penser, le déjà dit. Pourquoi le 19e siècle? À mon avis, il y a 2 facteurs qui peuvent expliquer ça. Le premier, c'est que le 19e siècle commence par l'émergence d'un mouvement artistique qui s'appelle le romantisme, et que le romantisme, par rapport à un certain nombre de mouvements littéraires et artistiques qui avaient précédé dans les siècles auparavant, va accorder une très grande importance à la singularité de l'artiste et à l'originalité de sa parole. C'est-à-dire que toute expression de l'artiste romantique va se vouloir profondément liée à son intimité, à ce qu'il ressent, au contact unique qu'il peut entretenir avec la nature ou avec l'autre. Et donc la valeur d'originalité va monter en puissance en Occident grâce à ce mouvement romantique qui correspond aussi à un changement des mentalités, je n'y reviens pas. Il y a un autre phénomène apparemment contradictoire qui intervient au XIXe siècle et qui est plutôt d'ordre économique et technologique, c'est le développement de ce qui va devenir notre culture de masse actuelle, à travers un certain nombre d'instruments médiatiques, comme la littérature industrielle. Les romans commencent à apparaître en feuilleton dans les journaux à partir des années 1830. Les écrivains, pour gagner leur vie, sont de plus en plus contraints de se faire journalistes dans la grande presse, et c'est le début aussi de la presse à très grand tirage. Et vous avez les débuts d'une culture de masse, avec les romans à prix modéré, Alexandre Dumas, Jules Verne, etc. Donc le roman populaire connaît un certain essor à cette période-là, et ça fait craindre, d'autant plus
que les mots ne se banalisent à mesure que la reproduction éternelle des récits, des articles de journaux font un peu craindre que les mots finissent par s'user, qu'on utilise des expressions de plus en plus convenues, de plus en plus conventionnelles. Un philosophe assez bon observateur du siècle qui est Friedrich Nietzsche pourra dire à la fin du XIXe siècle « Encore 100 ans de journalisme et les mots pueront », du verbe puer. Et donc, on voit bien la crainte que pouvait faire peser ce développement technologique de la communication au XIXe siècle, en même temps que ce siècle avait commencé par une exigence de singularité de la parole artistique avec le romantisme. Donc c'est ça vraiment qui féconde notre hantise encore contemporaine de la stéréotypie. Un autre indice intéressant, c'est que les principaux mots qu'on utilise encore aujourd'hui pour désigner les lieux communs vont prendre leur sens actuel aussi au XIXe siècle, pour la plupart. Ils sont issus aussi, deuxième élément important, du langage technique de l'imprimerie ou des arts graphiques. Donc leur sens premier était un sens lié aux arts graphiques et à l'imprimerie. J'en prends quelques-uns. Cliché, au départ, vers 1860, ça désigne le négatif qui permet la reproduction d'une photographie. Donc on n'est pas du tout dans le langage. Et dans un Larousse, déjà en 1869, vous trouvez la définition, phrase toute faite que l'on répète dans les livres ou dans la conversation. Donc ça s'est transposé à la communication, si vous voulez. Poncif, voilà un autre mot qui peut servir à désigner les lieux communs. Au départ, c'était un papier dans lequel un dessin était piqué ou découpé pour être là aussi reproductible. Toujours cette dimension de reproduction, mais ici dans le cas du dessin. Et le poncif, ben, c'est aussi une espèce de synonyme du lieu commun. Et stéréotype, sa petite différence avec les autres, c'est qu'il apparaît dans son sens actuel au XXe siècle plutôt qu'au XIXe. En imprimerie, c'est une technologie qui remplace les caractères mobiles par des planches composées. Donc au départ, toutes les petites lettres devaient être assemblées pour faire une page, tandis qu'à partir du XIXe siècle, on crée la page en entier qu'on imprime directement, sans assemblage de lettres caractère par caractère. Ça devient un synonyme aussi de cliché au XXe siècle cette fois-ci, mais j'y reviendrai. Alors, pour des raisons surtout opératoires et de facilité, je propose de distinguer, même si ça n'a pas une valeur très scientifique pour le coup, mais les lieux communs du voir, la manière dont on se représente un certain nombre de réalités, avec un aspect visuel, et donc là-dedans on mettrait les stéréotypes et les clichés, et les lieux communs du faire, qui sont plutôt des maximes, des manières de guider notre agir, des préceptes, si vous voulez. Et là, on serait plutôt dans les lieux communs au sens strict. Mais vous allez voir que ça se croise volontiers. Ça me permet quand même de les passer en revue un peu systématiquement. Alors, je vous disais que la notion de stéréotype, telle que nous l'entendons aujourd'hui, elle date plutôt du XXe siècle, et d'un essai de Walter Lippmann, qui s'intéresse à la psychologie sociale et qui est un essai fondateur pour beaucoup de gens qui font des sciences de l'information et de la communication encore aujourd'hui, qui s'intitulait Opinion publique. C'est paru en 1922. Et Lippmann va mettre en évidence des aspects qui n'étaient pas souvent mis en évidence jusqu'à l'époque, en tout cas. Il commence par définir les stéréotypes comme des représentations toutes faites, des schèmes culturels qui servent à filtrer la réalité ambiante. Mais il explique aussi que c'est un processus inévitable et généralisé. Nous sécrétons, nous produisons tous des stéréotypes dans toute une série de circonstances qui sont en fait quotidiennes. Donc il y a un automatisme humain dans ce phénomène-là. Et il ajoute que ces stéréotypes sont indispensables à la vie en société. On n'imagine pas un individu s'affrontant à toutes les réalités nouvelles qui lui font face sans avoir une petite idée préconçue. Rien n'est jamais totalement nouveau pour notre cerveau. Tout est associé à des chaînes culturelles qui font partie de notre petit répertoire et de notre petite expérience. Sinon, il faut imaginer qu'on est un bébé avec une mémoire complètement vide. Donc, on essaye tant bien que mal, et c'est une faculté automatique, d'associer ce qui survient, plus ou moins nouveau, à des chaînes culturelles
liées à des choses qu'on a pu consulter, voir, dont on a pu faire l'expérience, etc. Donc voilà ce qu'apporte Lippmann, et Routham aussi synthétise encore plus dans un autre livre de 1992, en disant qu'il y a une bivalence constitutive des stéréotypes. Ils ont toujours été perçus comme ayant deux valeurs, ils ont toujours été vus de deux manières différentes, les stéréotypes. Comme un automatisme réducteur, il réduit manifestement la complexité du réel qu'il est censé représenter, le stéréotype, mais aussi comme une médiation sociale et de communication. Il nous sert à nous faire une idée minimale sur les choses qui nous permet de communiquer avec les autres. Ce qui est peut-être plus inquiétant et plus problématique, c'est le passage du stéréotype au préjugé. Ce n'est pas la même chose, et c'est souvent les préjugés qu'on incrimine de nos jours quand on prétend faire la chasse aux stéréotypes. Alors, c'est quoi la différence ? Le stéréotype, c'est une représentation diffuse à partir d'une réalité, parfois inconsciente. C'est dans notre tête, c'est dans notre imaginaire, ça fait partie de notre répertoire culturel. Je donne un exemple volontairement neutre et extraterritorial. Se représenter qu'un château fort médiéval a un pont-levis. Si dans votre tête vous vous formez cette image-là, ben vous avez un stéréotype, parce que manifestement tous les châteaux forts médiévaux n'étaient pas entourés de douves et donc n'avaient pas la nécessité de construire un pont-levis. Ça peut en rester là, ça peut en rester au stade du stéréotype. On peut cultiver cette image dans sa tête au fond. Là où ça devient préjugé, c'est quand on transforme ce stéréotype en énoncé normatif qui va actualiser le stéréotype, où on va exiger que la réalité soit comme ça. Ou alors on va exclure une réalité qui devrait faire partie, qui devrait être prise en considération, mais qui n'entre pas dans le stéréotype. Par exemple, si par préjugé j'en viens à dire qu'un château fort ne peut pas être sans pont-levis, et qu'en visitant toute la France, chaque fois que je tombe sur un château fort qui ne contient pas de pont-levis, je prétends que ce n'est pas un château fort, ben là je me prive d'une partie des découvertes que je pouvais faire. Je me prive d'une partie de la complexité du réel, parce que j'ai fossilisé mon stéréotype en préjugé. Et dans ce cas-là, quand le stéréotype dégénère en préjugé, il réduit effectivement notre monde intérieur et extérieur et notre capacité à connaître. J'aurais pu prendre le même exemple, je l'ai évidemment volontairement pas fait, avec les rôles masculins et féminins dont on a suffisamment entendu parler il y a 2 mois avec Madame Henry. Mais alors on peut complexifier encore plus. Il y a des préjugés qui sont nécessaires. Il y a des préjugés, des énoncés normatifs qui viennent de stéréotypes réducteurs qu'il est nécessaire de tenir pour vrai. En tout cas, si on tient vaguement, par exemple, à notre édifice constitutionnel qui fonctionne sur un certain nombre de principes. Et ce que Routham aussi appelle le préjugé démocratique, qui est très nécessaire, c'est une phrase que vous connaissez tous: tous les hommes naissent libres et égaux en droit, qui se trouve au début de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et qui est un préjugé, parce que vous pouvez observer manifestement que la réalité est plus complexe, que dans la société belge, et peut-être plus encore ailleurs dans le monde, on n'observe pas une égalité de conditions ni de perspectives à la naissance pour tous les hommes. Pourtant, si vous n'inscrivez pas ça au début de la Déclaration universelle des droits de l'homme et que vous n'en tenez pas compte dans les constitutions des différents pays démocratiques, ben vous ne créez pas le statut de citoyen libre. Et donc voilà la raison pour laquelle on a là un préjugé démocratique qui est nécessaire et qui, sur le plan philosophique, je dis ça pour Laetitia, entérine ce qu'on appelle les vérités kantiennes, c'est-à-dire des choses que l'on doit présupposer, des maximes que l'on doit tenir pour vraies, pour y compris développer un gouvernement rationnel des hommes. Ça, c'est pour le préjugé démocratique et pour la différence entre stéréotype et préjugé. On va aller encore plus loin. Le stéréotype, il sert aussi, dans bien des cas, pour peu qu'on n'ait pas voyagé partout dans le monde, qu'on ne puisse pas dire j'ai fait la Thaïlande, j'ai fait le Sri Lanka, j'ai fait la Colombie, l'année passée on a fait l'Inde. Donc les gens qui ne peuvent pas dire ça, ils en sont réduits malgré tout, pour ne pas ignorer certaines parties du monde, à des stéréotypes. Pour se représenter l'autre, les pays lointains, pour peu qu'on n'ait pas visité le monde entier, notre premier savoir est stéréotypé. J'insiste sur le fait que c'est quand même un premier savoir, que ce stéréotype qu'on a sur des parties du monde
qu'on n'a pas forcément visités. Je vous propose une expérience de pensée. Fermez les yeux ou pas. Je vais vous proposer des choses qui vont susciter des images dans votre tête. Imaginez-vous une tenue traditionnelle thaïlandaise. Une tenue traditionnelle thaïlandaise. Ou encore un habitat indigène péruvien. Un habitat indigène péruvien. Quel que soit votre bagage culturel, vous avez forcément formé des images plus ou moins précises dans votre tête quand on vous dit ça. Et pour peu que vous soyez ethnologue des Péruviens ou des Thaïlandais, pour peu que vous ne le soyez pas, ce sont forcément des stéréotypes, ces images. Et bien, ces stéréotypes que vous avez formés, on peut les considérer comme des débuts de savoir. Vous avez mobilisé votre petit répertoire culturel, et on peut même les considérer comme des marques de bonne volonté pour connaître l'autre, pour se représenter quelque chose d'étranger, de différent. Dans beaucoup de cas, c'est un début que de former ce genre de premier stéréotype. Ça vaut peut-être mieux que d'ignorer tout d'un lieu, tout d'un monde, tout d'un pays qui ne représenterait absolument rien pour nous, dont le nom ne renverrait à aucune image, sous prétexte qu'on ne l'aurait pas encore visité. Donc on connaîtrait, vous en rendez bien compte, bien peu de choses si on s'appliquait cette exigence-là de chasser les stéréotypes de notre esprit avant d'avoir vraiment bien connu un lieu, une culture, un espace, etc. Je vous donne un exemple concret qui me vient de mon activité de didacticien et qui pose pas mal de questions sur que faire des stéréotypes. J'ai proposé à mes étudiants l'année passée de lire cet album jeunesse qui s'intitule Cully et le sorcier et qui se passe de nos jours, c'est important, de nos jours en Afrique. Et sans l'avoir voulu, ça a posé la question en classe collectivement de la représentation des stéréotypes et de ce qu'on peut admettre ou pas. Les étudiants devaient préparer cet album, un groupe d'étudiants devait préparer cet album pour faire une lecture à des enfants de primaire. Et donc l'une des exigences qu'on leur donne évidemment, c'est de définir pour les enfants les mots de vocabulaire qui ne sont pas compris. Et parmi les mots de vocabulaire de la page que vous voyez là, qui n'étaient pas compris, il y a le mot case. Dernière ligne, devant eux apparaissaient les cases et les enfants qui courent en riant. Et donc il y a un étudiant bien volontaire, courageux, brillant, qui m'a proposé sa définition issue du dictionnaire, et je n'ai pas de raison de croire qu'elle n'était pas issue du dictionnaire, et qui me dit case, : habitat rudimentaire africain. Habitat rudimentaire africain. Donc sur base de l'illustration et du texte. Plusieurs questions se posent à partir de là, et je m'en sers comme exemple pour poser plusieurs questions. La première, un habitat traditionnel est-il forcément rudimentaire? Ou simplement est-il propre à une culture? Est-ce que la forme case que vous voyez là est forcément rudimentaire parce qu'elle prend cette forme-là dans cette culture-là? C'est une question qu'on pourrait se poser. Est-ce qu'on ne pose pas un biais normatif, dépendant de notre idée qu'on se fait de la maison par rudimentaire, sur ce genre de réalité? Deuxième question qu'on pourrait se poser. Est-ce que si l'illustrateur avait choisi de représenter un building urbain, comme on peut en connaître dans nos banlieues plus modernes, est-ce qu'il aurait réalisé et posé un acte moins stéréotypé pour autant? Et là, il y a une question de partialité qui se pose. Il y a aussi des buildings en Afrique. Est-ce qu'il n'est pas partial en choisissant de représenter la case de cette façon-là, ou l'habitat africain de cette façon-là? Et alors, mouvement plus contemporain et plus à la mode, il y a une troisième manière de squeezer ou de dépasser tout ça, c'est de parer aux stéréotypes de façon active, en inventant une Afrique ultra-moderne, ultra-technologique. Et donc en produisant un contre-stéréotype, même fictif, qui va aller contre les stéréotypes antérieurs. Ça a été tout le sens d'un mouvement qui a irrigué la science-fiction ces dernières années, qui s'appelle l'afrofuturisme, et qui propose de représenter systématiquement des civilisations africaines hyper technologiques, hyper développées, peu connues par le reste de la population mondiale, mais qui sont en fait des petits bijoux
d'avancement technologique, pour un peu inverser le stigmate, vous avez compris, et produire des contre-stéréotypes. C'est tout le principe de Black Panther, dont Marvel a fait 2 films, je crois, à ce jour. C'est de dire qu'en fait, on s'était trompé, que la technologie était là-bas, et en fait, se cache une espèce d'oasis technologique en Afrique. C'est très présent en littérature, c'est présent donc au cinéma, et c'est vraiment le principe de production d'un contre-stéréotype. Mais est-ce que le contre-stéréotype n'est pas, dans une certaine mesure, encore plus stéréotypant? Ou est-ce qu'il n'est pas, même d'une certaine manière, insultant, puisqu'on est obligé de prendre à revers ce qu'on considère comme d'être quand même implicitement une réalité de l'Afrique, d'être moins technologique que d'autres parties du monde? Je ne me prononce pas sur le fond, évidemment, mais c'est le mouvement qui est intéressant. Contre-stéréotyper, c'est pas reconnaître le stéréotype antérieur d'une certaine façon, en ressentant le besoin de le retourner aussi intégralement, aussi radicalement. Donc vous voyez que c'est compliqué de sortir du stéréotype. C'est compliqué de trouver quelque chose à faire de tenable, dès qu'on se pose la question de manière un peu trop obsessionnelle, de comment se débarrasser des stéréotypes. D'autant que ça marche bien, la valeur évocatrice des stéréotypes. Si je dis par exemple d'une collègue complice, parce qu'elle a un look un peu excentrique, quel est le chaînon manquant entre Régine et David Bowie, je croise, pour l'évoquer, 2 stéréotypes qui sont très réducteurs, étant donné sa qualité, mais qui en même temps fonctionnent et rendent leur office, on va dire, d'évocation. Donc vous voyez qu'à des degrés divers, tout le monde fait ça, surtout moi peut-être, mais tout le monde fait ça quand même à des degrés divers. Mais vous voyez qu'appréhender les stéréotypes, c'est aussi s'arranger de leur présence dans notre culture, dans nos rapports, dans la société en général. Alors maintenant, il y a même des didacticiens qui se sont intéressés aux stéréotypes. Je viens de donner un exemple tiré de mon cours de didactique. Vous avez des chercheurs en didactique aussi, comme Jean-Louis Dufay, qui ont expliqué qu'on pouvait se servir en classe autrement des stéréotypes que simplement en se contentant de les désamorcer, de les déconstruire, d'annuler leur effet systématiquement. Professeur à l'université de Louvain-la-Neuve, si provoquant que cela puisse paraître, il n'est pas exagéré de dire que lire, c'est avant tout manipuler des stéréotypes, c'est reconnaître des agglomérats de sens préfabriqués, c'est alterner entre l'acception et la mise à distance des représentations conventionnelles, c'est enfin valoriser les conventions qu'on attend tout en rejetant celles qu'on refuse. Donc vous voyez bien qu'il insiste sur le fait que parfois on peut accepter des stéréotypes et parfois on doit les mettre à distance. On doit les filtrer. Il y en a qui sont conventionnellement acceptables, on va dire. Et il propose un dispositif de sensibilisation en classe sur les stéréotypes. Je vais aller assez rapidement là-dessus. Il propose de donner aux enfants, mettons, une page de romans photos, des publicités, des planches de BD, des extraits de romans. De demander aux enfants de faire repérer les expressions ou les représentations communes ou figées que contiennent ces documents, dans le but de développer l'aptitude de lecture et la capacité d'analyse des élèves, pour que les élèves puissent évaluer le degré de novation d'un texte, son éloignement par rapport aux stéréotypes les plus convenus sur le sujet, mais aussi pour comprendre comment un texte se tisse au gré d'une reprise d'éléments préexistants. Donc tout texte puise aussi dans des stéréotypes antérieurs. Et on peut aussi stimuler la créativité grâce à ça, de la lecture critique aux activités d'écriture. Il propose toute une gamme d'activités d'écriture. Voilà ce qu'on pourrait faire si on voulait sensibiliser les enfants à la stéréotypie des relations amoureuses. Vous pourriez prendre une page de roman photo qui est vraiment l'intrigue amoureuse à son degré zéro, de la publicité, des extraits de romans, j'ai oublié, j'avais amené un extrait un peu croustillant, de la collection Harlequin. Et à la fin, Madame Bovary, qui, avec beaucoup plus de réflexivité, met à distance, à travers le personnage de l'héroïne du roman, tous ces stéréotypes qu'elle nourrit dans sa tête sur la lecture de romans d'amour, notamment. Et donc là, vous avez toute une gamme de documents en plus un peu transmédiatiques qui permettent de travailler la chose. Alors maintenant, les lieux communs. Je n'ai parlé jusqu'ici que des stéréotypes, il est déjà tard. On va voir.
c'est une notion plus ancienne. C'est la plus ancienne, c'est celle qui ne vient pas du 19e siècle ni du 20e siècle. Elle existait déjà dans l'Antiquité. En grec, ça se dit topos, lieu commun. Là non plus, le lieu commun n'a pas du tout toujours été considéré comme un fait de langage ou d'expression ou de communication péjoratif. Il a entretenu lui aussi une grosse ambivalence historique au cours du temps. Alors, c'est quoi un lieu commun? C'est une réserve d'arguments types, de procédés rhétoriques admis, et les lieux communs ont cours dans la littérature française, par exemple, du Moyen-Âge jusqu'à l'âge classique. C'est une réserve de topos figés, de formes fixes, à partir desquelles on va opérer de petites variations. Et l'art de toutes ces époques-là, avant le romantisme justement, consiste à reprendre des formes figées, des expressions, des thèmes, et à leur faire subir des petites variations qui marquent la différence d'une œuvre par rapport à l'autre, mais qui ne quittent pas complètement le fond culturel qui est fait de lieux communs, et c'est considéré comme plutôt positif et plutôt le sens de l'art. Et peu à peu, là aussi, le lieu commun va se parer de nouvelles attributions, on va dire, plus péjoratives, où on va commencer à voir les lieux communs comme des banalités, des idées usées. Déjà chez Molière, qui est un petit peu pionnier en la matière, dans Le Misanthrope, en vain, pour attaquer son stupide silence, de tous les lieux communs vous prenez l'assistance, le beau temps et la pluie, et le froid et le chaud, sont des fonds qu'avec elles, on épuise bientôt. Donc là aussi, les lieux communs sur le soleil et la pluie, etc., il est l'un des premiers à les critiquer ou à les moquer. Mais au XIXe siècle, lieu commun, ça va devenir universellement péjoratif. Ça passe pour des maximes, des mots d'ordre banals qu'utilise notamment la bourgeoisie, qui est la classe démocratique en pleine émergence à l'époque, et donc il va être très critiqué par les écrivains, et à travers cette bourgeoisie, les lieux communs qu'elle emploie. Voilà ce qu'écrit Léon Bloy dans son exégèse des lieux communs, écrivain catholique assez virulent, qui publie ça au début du XXe siècle. Le vrai bourgeois, l'homme qui ne fait aucun usage de la faculté de penser et qui vit ou paraît vivre sans avoir été sollicité un seul jour par le besoin de comprendre quoi que ce soit, l'authentique et indiscutable bourgeois est nécessairement borné dans son langage à un très petit nombre de formules. Donc associé à la bourgeoisie, qui est la classe émergente à l'époque, le lieu commun devient vraiment quelque chose de déprécié, une marque de l'usure des mots, comme j'en parlais au début. Et donc vous voyez là aussi l'ambivalence permanente des lieux communs. Un pôle positif pendant toute une période de l'histoire, et puis un pôle négatif. Alors, comment se traduisent les lieux communs concrètement? Quelques exemples. Alors ça peut être des maximes ou des proverbes. Toujours dans cette origine bourgeoise du lieu commun, on se rend compte que beaucoup de maximes qui sont des lieux communs reprennent le thème de l'argent. Le temps c'est de l'argent, un tiers vaut mieux que deux tu l'auras, voilà neuf, voilà un bœuf, il n'y a pas de petites économies. Donc c'est ce qui a valu au lieu commun d'être déprécié parce qu'il serait le révélateur d'une forme de médiocrité bourgeoise, d'un esprit de rente, de maximes qui ne servent qu'à justifier une action portée sur le calcul. Et donc il y a quelque chose d'un peu mesquin là-dedans. Mais en même temps, et je reviens à cette idée d'ambivalence, les lieux communs alimentent ce qu'on peut appeler aussi le sens commun. Et le sens commun, c'est un lien social, c'est un éveilleur de conduite commune, qui n'a pas forcément comme seul objectif que de thésauriser. Alors le sens commun, c'est une notion très discutée en sciences sociales. Le grand sociologue qui a percé dans le milieu et qui reste une grande référence pour les études universitaires et du supérieur en général, c'est Pierre Bourdieu, qui n'est pas favorable à l'idée de science commun, en tout cas de sens commun en sciences. Il dit que la sociologie doit opérer une rupture radicale vis-à-vis du sens commun, de façon à découvrir des relations objectives qui échappent à la conscience des agents mais conditionnent leur comportement. Ça, c'est le bourdieusisme qui est de bonne méthode pour objectiver un certain nombre de faits sociaux qui, effectivement, ne correspondent pas toujours aux idées communes que se font les acteurs dans leur tête. On peut aussi dire que d'autres que lui avant lui, et des philosophes parfois éminents comme Henri Bergson, avaient mis en évidence, comme je l'ai fait pour le stéréotype, que le sens commun est un commencement de science. Donc on pourrait imaginer aussi une sociologie plus constructive, qui part des représentations des acteurs,
en déterminant en quoi ces représentations les aident quand même à vivre, et les aident quand même à prendre des décisions au quotidien dans leur vie, d'ordre peut-être pratique, mais bien effectif et parfois efficace. Et je m'en remets aussi à une citation de Marc Rappé qui a écrit un beau petit livre sur le bon sens. D'Erasme à Orwell, la plupart des écrivains et des savants ont de tout temps accordé de la valeur au sens commun. Contrairement aux intellectuels, les hommes d'études et de réflexion veulent sauvegarder les droits du bon sens. Pour 3 raisons. D'abord, il ne se trompe pas si souvent, le bon sens. Ensuite, il possède des vertus qui préservent de l'esprit systématique. Enfin, il demeure un garde-fou contre la démesure de l'intellectualisme. Je reprends les 3 raisons qu'il donne. La première, le sens commun débouche sur des vérités suffisantes, suffisamment utilisables en contexte pratique. Ça permet de prendre des décisions raisonnables, en gros, de se fier à son sens commun. C'est ce que nous expliquait Marc Romainville au mois de décembre quand il parlait de système 1, le système le moins conscient dans les décisions que nous devons prendre et qui correspond à l'agir pratique, si vous voulez. Mais c'est ce que George Orwell appelle aussi la décence commune, la common decency, qui va un peu au-delà d'ailleurs du sens commun. Deuxième argument, c'est que ça permet d'esquiver l'idéologie. Donc, ça maintient une certaine souplesse à la pensée. Celui qui utilise son sens commun, c'est celui à qui on ne la fait pas, à qui un discours tout fait ne peut pas, de qui un discours tout fait ne peut pas emporter complètement l'adhésion. Et troisième raison, c'est un principe de modestie intellectuelle. Contre des édifices intellectuels trop abstraits, je m'en remets à mon sens commun. Et ça a été les 3 arguments que beaucoup d'auteurs, même au XVIIe siècle, mettaient en évidence pour défendre contre les demi-savants le sens commun. Une forme de lieu commun qui appartient au sens commun, c'est la tautologie. Vous voyez ce que c'est qu'une tautologie? Un énoncé circulaire qui se retourne sur lui-même et qui affirme sans prouver par la répétition du même. En gros, toutes les tautologies peuvent se ramener à « c'est comme ça ». Donc il y a un côté là aussi négatif de la tautologie. Il y a un aspect de résignation sociale, d'acceptation du statu quo, avec aussi un aspect lié à l'argent, un sou est un sou, à la guerre comme à la guerre. Donc acceptons la division du travail et du capital telle qu'elle est, acceptons la nécessité de partir en guerre pour aller sauver l'Ukraine. Quand on est con, on est con. Évidemment, je l'ai donné comme titre à cette conférence, mais j'y reviendrai un peu plus tard si j'ai le temps, jusqu'à 4-5 heures de l'après-midi. Les tautologies ont donné lieu aussi à des citations littéraires beaucoup plus sérieuses et beaucoup plus importantes pour notre culture commune. Donc vous voyez toujours l'ambivalence. Il y a un aspect positif et utile, et j'appelle un chat, on sait peu désormais que c'est le Boileau. Et évidemment, Raymond Queneau, j'ai oublié d'indiquer le nom juste après, va reprendre Boileau en disant « J'ai toujours appelé avec candeur un chat et un con, un con ». Vous voyez qu'on peut se placer sous les auspices des grands auteurs pour parler des cons. Ah voilà. Autre chose. Il y a des tautologies qui, comme les préjugés démocratiques dont je parlais tout à l'heure, ont servi à exprimer des lois fondamentales, des vérités imprescriptibles. Blaise Pascal en a laissé peut-être une parmi les plus célèbres, la loi c'est la loi et pas davantage. Donc on est obligé de postuler l'existence et la valeur de la loi, même si on pourrait à tout moment déconstruire les raisons qui font que telle loi est prise, mais on doit la tenir pour vraie dans le temps où elle est d'application pour rester plus ou moins citoyen d'une société. Et en même temps, la loi, c'est pas davantage. On peut penser plein d'autres choses en plus ou en opposition à la loi. Et Pierre Bourdieu, qu'on n'attendait pas sur ce terrain, lui qui critiquait beaucoup dans les années 80 le sens commun, il revient un petit peu dans un de ses derniers essais, les méditations pascaliennes justement, où il explique qu'il y a une nécessité d'admettre, notamment sous la forme de tautologie, certains lieux communs, selon un principe de déraison suffisante. C'est-à-dire, il y a toujours un moment où la pensée doit se fixer une borne à elle-même pour continuer d'être rationnelle, paradoxalement. Pour continuer de penser rationnellement, on doit poser un certain nombre de limites. C'était l'idée pascalienne que va reprendre
Bourdieu en parlant de principe de déraison suffisante. Donc la tautologie, elle déraisonne, ce n'est pas une expression de la raison, elle ne prouve rien, mais il y a des tautologies qui sont nécessaires. Alors, là aussi, toute la rhétorique, le folklore de discours qui parle des cons va s'inspirer de ces grands auteurs qui ont donné des airs sérieux à la tautologie, surtout quand elle se donne des airs savants comme ça. Vous voyez René Fallet dans La Grande Ceinture, les flics sont des cons, sans quoi ils ne seraient pas flics. C'est cartésien comme raisonnement. Donc on s'en réfère là aussi à un méthodisme philosophique qui inspirait les citations que je vous ai montrées juste au-dessus. On en joue aussi des tautologies. On en joue et ça permet de faire rire. Est-ce que vous connaissez dans la culture médiatique les plus fameux représentants de la pratique de la tautologie? C'est les frères Dupont dans Tintin. Donc, elles sont utiles, les tautologies, pour qu'on en joue, et les Dupont, qui sont une des choses quand même les plus intéressantes qu'il y a dans Tintin, sont le meilleur exemple du jeu sur ce que la tautologie peut avoir de lieu commun. Ils font une sorte de gag redondant de la répétition du même, de l'un des Dupont à l'autre des Dupont. Ils veulent constamment sortir l'un après l'autre de la répétition du même, de la justification du fondamental par lui-même, mais ils y reviennent toujours au même. Donc, l'un essaie toujours de reformuler ce que l'a dit l'autre, mais il en arrive toujours à dire exactement la même chose. Donc c'est la fatalité de la tautologie qu'expriment ces deux personnages, et parfois, dans la deuxième image notamment, ils s'en mêlent les pinceaux et leur phrase ne veut plus rien dire, tellement ils étaient obsédés à l'idée de reformuler autrement ce qui ne peut pas l'être. Alors, l'interdiscours, ça aussi c'est une forme de lieu commun, enfin, c'est un vecteur de lieu commun qui n'a pas la rigidité des maximes, des proverbes ou des tautologies, mais qui donne bien lieu à des lieux communs. Si je vous donne un exemple, l'interdiscours, pour donner une petite définition, ce sont les manières de dire qui sont en circulation pour exprimer conventionnellement des choses usuelles. Il y a des choses qui se disent d'une façon, et on ne sort pas de cette façon de les dire quand on doit les exprimer. En gros. Par exemple, laquelle de ces deux formules qui veulent dire la même chose vous semble-t-elle la plus figée? Laquelle fait le plus lieu commun? Subir une défaite ou essuyer une défaite? Essuyer une défaite. C'est essuyer une défaite qui s'est le plus fossilisé dans la langue. Parce qu'essuyer est censé avoir un sens littéral qui ne s'applique pas au contexte, tandis que subir est beaucoup plus polyvalent. Mais l'interdiscours, c'est ça, c'est reprendre, en tout cas ici c'est un exemple plutôt écrit, reprendre une formule plus figée pour dire certaines choses. Alors, à l'oral, évidemment, l'interdiscours prospère. Les étudiants sont un bon terrain pour étudier ce genre de choses. Pour le moment, ils disent « j'ai pas la ref ». Ça, c'est vraiment leur interdiscours tout à fait oral. Et j'ai remonté un peu les décennies parce que j'ai plus tout à fait leur âge. Voilà un deuxième. Et ça, c'est vraiment quand on était jeune, ça. Ouais. Alors, ici, c'est le côté comique, mais l'interdiscours oriente nos manières de dire de façon parfois plus épurée pour dire des choses très simples et qui ne sont pas nécessairement banalisées par le fait qu'on utilise un lieu commun d'interdiscours pour les dire. Si je dis à quelqu'un, tu me mens. J'utilise une manière de dire quelque chose qui est la plus épurée, la plus simple, la plus rudimentaire, la plus élémentaire. Je ne dis pas, je ne sais pas, j'ai noté quelques paraphrases, je ressens avec douleur notre éloignement. Je ne dis pas, ton absence me pèse. Ça, ce serait très littéraire et très écrit. On dit tu me manques et ça ne pose pas de problème d'originalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tous les lieux communs qui passent par l'interdiscours ne sont pas banalisants pour le message qu'ils ont à exprimer. Ce n'est pas une fatalité. On peut continuer à dire des choses intimes, à dire des choses émouvantes, et à dire des choses sans doute nécessaires, en puisant dans l'interdiscours. J'aurais pu tenir le même discours avec je t'aime et toute une série de choses comme ça. Alors, quelques conclusions provisoires, puisqu'ici je n'ai parlé que des lieux communs et pas des cons. Former des stéréotypes, c'est une fonction humaine naturelle et transculturelle. Les Chinois forment aussi des stéréotypes.
Ça, on l'oublie souvent. On n'est pas obligé de l'observer pour considérer que c'est vrai. Donc on ne les déconstruira jamais systématiquement, en tout cas, même si je mets de côté la question de l'intérêt de ne pas encourager certains stéréotypes. Évidemment. Mais on ne les déconstruira jamais systématiquement. Opposer aux stéréotypes des contre-stéréotypes, on l'a vu avec l'afrofuturisme, c'est souvent reconduire une formule figée, en voulant bien faire. Et les stéréotypes peuvent être des amorces de connaissances, aussi, notamment sur l'ailleurs. Dernière chose, on ne se figure le réel que par le biais de représentations figées qu'on affine peu à peu. Deuxième chose, certains lieux communs participent au lien social. Il existe des indémontrables nécessaires, on l'a vu avec certaines tautologies, le préjugé démocratique. Il existe, pour reprendre le terme plus savant, des vérités déductives, non décomposables. Des énoncés qu'on ne peut pas, ou qu'il n'est pas souhaitable de décomposer plus que ça, sous peine de tomber dans des formes de vie en société ou de communication qui ne sont pas nécessairement celles qu'on veut. Et le sens commun détermine l'agir pratique dans un nombre considérable de circonstances. Et donc, plutôt que de les déconstruire de façon normative, vous avez eu plus tôt, il y a 2 mois, de façon très sympathique et animée, une conférence normative sur ce qu'il faut faire et sur ce qu'il ne faut pas faire. Vous n'avez pas vraiment eu une démarche de recherche en sciences humaines sur la question des stéréotypes. C'est un peu ça qui m'a poussé à proposer ça aujourd'hui. Donc, plutôt que de les déconstruire de façon normative, on peut les trier, les discuter, les recontextualiser, lorsqu'ils sont datés ou politiquement indésirables, et surtout en jouer. Alors, il reste peu de temps pour parcourir le deuxième point, qui était censé être le plus drôle, pardon. Donc paraîtra dans 2 semaines ce livre aux éditions du Cerf, qui se concentre sur un lieu commun en particulier, la circulation des discours sur les cons, dans l'espace culturel francophone. Plusieurs questions sont posées dans ce livre-là, que je ne vais pas aborder, et encore moins avec le temps qui me reste aujourd'hui. Comment faire l'histoire d'un lieu commun? Comment un lieu commun circule d'un médium à l'autre, du langage oral à l'écrit, de l'écrit au genre médiatique, de la culture médiatique? Quelles sont les postures et la culture des usagers qui emploient ce lieu commun? En quoi le lieu commun est lié à la position sociale et historique des acteurs? Est-ce que ce n'est pas une génération qui a parlé des cons ou qui a donné l'impulsion à cette habitude à parler des cons? Est-ce que ça dépend du genre? Alors cette fois-ci au sens sexuel. Quel est le rapport de la féminité à ce thème du discours sur la connerie? On sait que le mot con a une origine sexuelle, érotique, donc c'est un des aspects qui sont traités dans le livre. Et on peut aussi, parce que c'est un discours assez conflictuel quand même, personne ne trouve agréable de se faire traiter de con, donc ça crée des clivages sociaux, ce genre de discours, et discursifs dans la société. Et donc, quelle recherche on peut faire sur ce genre de sujet? Vous posez peut-être la question, peut-être que dans une certaine mesure, je continue de la poser. Est-ce qu'on peut faire un livre sur les cons qui s'inspirerait de la psychologie sociale? Étudier les cons comme individus, objet d'étude. Alors, quid de l'objectivité? Il faudrait s'armer d'une définition très très solide des cons en question. Mais surtout, où trouver l'échantillon? Où trouver la cohorte localisée, en tout cas discriminable, qui permettrait de travailler en se disant qu'on a une base de population exploitable en la matière. Donc vous vous rendez bien compte que ce n'était pas possible. Donc j'ai changé de sujet. Et j'ai décidé de faire un livre sur le jugement de conneries. Donc plutôt sur l'habitude à parler des cons que sur les cons en eux-mêmes, qui est quand même un sujet encore plus cabreux. Et donc là, on n'est pas dans la psychologie sociale, mais plutôt dans l'histoire culturelle, l'analyse du discours, la sociolinguistique dans une certaine mesure. Et donc là, c'est le con, mais comme lieu commun, comme emploi, comme manière de dire. C'est médire des cons, le sujet du livre, en fait. Et donc le livre retrace l'histoire de la croissance de ces usages littéraires et médiatiques au XXe siècle, sur des bases, alors je ne reviens pas là-dessus, mais lexicométriques, en étudiant notamment le nombre d'occurrences d'une décennie à l'autre.
Et donc, ce n'est pas des individus qui sont la matière du livre, mais un corpus. Et un corpus de quoi? Dans quelle source puiser? Mais d'abord dans une vague de publications dans le marché du livre qui est quand même assez interpellante par son foisonnement. Vous avez annuellement des livres qui sont consacrés, alors des livres de développement personnel, des feel-good books, des livres de philosophie, de divertissement, qui sont consacrés au con, à la connerie. Et ça a un certain succès. Moi j'apprécie particulièrement je suis un peu jaloux de Le Connard, enjeux et perspectives. C'est quand même mon préféré. Autre objet traitable, les mèmes sur Internet. Donc une espèce de ressource fréquemment utilisée par ce genre de mèmes. Il y a deux petites choses que je voulais quand même faire remarquer. Peut-être vous les avez remarquées, ou les plus anciens d'entre vous. Qu'est-ce qui est frappant? Les références datent, ce sont des vieux acteurs. Donc ici vous avez Bernard Blier, ici vous avez Jean Gabin, ici vous avez Jean Lefebvre, là il y a Lino Ventura et Jean Gabin. Donc ça semble être associé, ces mots-là, à des bouches particulières, à des acteurs qui ont popularisé ça dans un certain contexte. Et vous avez Jean-Claude Van Damme qui est indémodable de toute façon. Autre fait intéressant, c'est que toutes ces phrases sont inventées. Donc c'est à la manière d'eux. Et ça reprend toujours la même broderie langagière sur le thème de la connerie. Et voilà sur quoi on peut travailler aussi, c'est des phrases. Donc là on est dans le niveau micro-textuel. Des fragments, des citations, des morceaux de bravoure emblématiques dont certains nous sont devenus très familiers et qu'on emprunte volontiers pour parler des cons. Est-ce que vous en avez reconnu certains? Morocco. Bien. Entre autres, ouais. Entre autres. Il y a plein d'auteurs pour Morocco. Il y a du Audiard, il y a beaucoup d'Audiard. Lesquels? Les cons à Oslo. Les cons à Oslo, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche. Ça, c'est du Audiard. Quand on est con, on est con. Brassens. Mieux vaut se taire et passer pour un con que de parler et ne laisser aucun doute à ce sujet. Ça, tu l'as dit, Christelle. Des proches, oui. L'humour est une tentative pour décaper les grands sentiments de leur connerie. Ça, c'est plus littéraire, c'est du Raymond Queneau. La connerie, c'est la décontraction de l'intelligence. Ça, c'est ton idole. C'est Gainsbourg. Voilà, on les a tous passés en revue. Donc on peut travailler sur ce genre de phrases et en faire aussi un élément de corpus, de même que les livres, de même que les mèmes Internet. Et vous voyez que c'est largement transmédiatique. Il y a des choses qui viennent de livres, il y a des choses qui viennent d'interviews de ces différents intervenants, il y a des choses qui viennent de dialogues de films, de chansons pour Brassens, etc., etc. Alors, petite historique très très rapide. Le principe de cette histoire, c'est que le mot con est ce qu'on appelle idiomatique. Il est propre à une seule langue. J'ai repris ici une citation de Pierre Desproges qui le dit, et sur laquelle je m'appuie. Donc, con n'a tout à fait sa valeur qu'en français. Les équivalents dans d'autres langues sont imparfaits. Il n'y a pas toute la culture, toutes les connotations qui l'ont grandi, on va dire, en langue française. D'ailleurs, quand on a essayé d'adapter le dîner de con aux États-Unis en 2010, ça n'a pas marché, puisqu'on a employé un mot pour con, schmucks, qui est un mot d'origine yiddish, et qui a donné un tour communautaire à l'affaire, comme si c'était une affaire de juifs. Et ça a créé une polémique dont a dû se défendre le producteur, et le film n'a pas eu un succès énorme. Parce qu'on a désuniversalisé le con qui n'était universel qu'en langue française. Des écrivains américains qui se piquent d'écrire en français à la fin de leur vie, comme Henry Miller, qui est le très grand écrivain américain qui écrit Tropique du Cancer, ou du Capricorne. Il écrit les deux? Magnifique. À la fin de sa vie, il peut écrire en français. Qu'est-ce qu'il choisit comme titre? Je ne suis pas plus con qu'un autre, comme s'il voulait choisir dans la langue française ce qu'il y a de plus idiomatique, pour montrer sa propre maîtrise, pour montrer sa propre familiarité avec la culture française. Il va choisir ce mot qui est vraiment intraduisible. Alors, l'histoire du mot, on revient bien loin en arrière. Donc vous savez sans doute que ça vient du latin cunus, qui veut dire vagin, sexe féminin, mais au sens érotique en latin, c'est-à-dire pas au sens d'appareil génital, au sens plaisir, on va dire. L'organe génital, pour l'homme et pour la femme, était appelé sexus en latin.
il passe à l'ancien français, sous la forme en gros qu'on lui connaît, dans le roman de la Rose, qui est le premier texte où il apparaît, dans la partie la plus débridée du roman de la Rose et pas la plus allégorique. Donc là, on est vers 1200, plutôt 1280 que 1230 d'ailleurs. Il ne devient désignation d'un individu, le con, plutôt que le con au sens sexuel, qu'au XIXe siècle. Avant, il est condamné à la littérature érotique, il est condamné à la littérature libertine, notamment au XVIIIe siècle. Et il y a encore des résidus de littérature libertine qui donnent au mot con ce sens au XXe siècle. Le con d'Irène, d'Aragon, par exemple. Et on va se plaindre au XIXe siècle de ce passage d'une acception à l'autre, ou de cet ajout d'une acception sur l'autre, notamment Jules Michelet, qui est le grand historien de la Révolution du XIXe siècle, qui dira « C'est une impiété d'avoir fait du mot con un terme bas, une injure, le mépris de la faiblesse, mais nous sommes si heureux qu'elle soit faible. C'est non seulement le propagateur de la nature, mais le conciliateur, le vrai fond de la vie sociale pour l'homme. » Et Brassens ne dit pas autre chose un peu plus d'un siècle plus tard, dans sa chanson Le Blason, où il se plaint de la même chose, du passage d'une acception à une autre. Honte à celui-là qui, par dépit par gageur, dota du même terme en son fiel venimeux, ce grand ami de l'homme et la cinglante injure, celui-là, c'est probable, en était un fameux. Donc, il y a aussi une tradition de déploration que con ait fini par désigner l'imbécile plutôt que le sexe féminin. En littérature, ça apparaît encore plus tard, parce qu'évidemment, les œuvres imprimées ne s'autorisent pas pendant un certain temps à publier un tel mot. Et les écrivains considèrent que ce n'est pas dans la manière littéraire de publier ce genre de mots. Donc il faut que l'argot ait ses quartiers dans la littérature française pour que ce genre de mots soit publiable et fasse partie du style des écrivains. Et notamment Céline, qui va réinventer complètement l'argot à partir du Voyage au bout de la nuit. Vous avez ici un bon exemple où le mot con est en dernier. De manière encore plus quantitative et massive, c'est à partir de 1945 et du polar français que ce mot va se populariser encore plus. Jusque-là, on en était dans des œuvres un peu particulières. Céline, c'est un peu particulier en termes de style. Donc en 1945, Gallimard crée la série noire. Et la série noire, elle consiste au départ essentiellement en des importations de polars américains qu'on appelle hard-boiled en France, ce qui nécessite de traduire. Le directeur de la série noire, qui s'appelle Duhamel, engage une équipe de traducteurs, parmi lesquels Boris Vian et sa femme, qui commencent comme ça. Et ils vont devoir trouver des stratégies traductives pour traduire l'argot qu'on appelle le slang de l'américain. Et donc ça va amener une très massive réhabilitation de l'argot dans la littérature de genre. Et le mot con va devenir bien utile dans ce genre de contexte. Et c'est pour ça, c'est en ça que s'explique le fait que Michel Audiard en ait fait une espèce d'emblème, parce que ça vient de romans de la série noire notamment, qui avaient été largement adaptés au cinéma par des réalisateurs avec lesquels travaillait Michel Audiard. Ça va jusqu'ici ? Et bien, je voulais terminer, si vous me laissez 10 minutes. Vous avez cours après ? Sur une réplique, dont je voulais faire un peu le parcours médiatique. Donc une réplique sur les cons. Je voulais vous montrer d'abord l'extrait d'où tout commence. Sandwich à la purée d'anchois, ils partent bien ceux-là. Voilà vos encaissements en retard. Il y a encore régulièrement en plus. Les Feneux ont essayé de me flinguer. Oui, maître. C'est pourtant pas l'argent. Il est passé à compte, ils ont changé de genre. Voilà. Ça change, ça change. J'avais su, c'est démonté. Vous croyez qu'ils oseraient venir ici? Con, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Voilà. Je vous parle de ce
tout part de ce film de 1963, adapté d'un roman de la série noire de 1955. Que devient cette réplique, qui au départ n'est pas isolée dans le flux de dialogue qu'écrit Michel Audiard pour tout le film? Alors, je l'ai décomposé en deux parties. D'un point de vue rhétorique, vous aurez peut-être remarqué que c'est une structure tautologique, puisque ce qui est dit d'une chose reconduit le constat posé par le présupposé. Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Les cons, ça ose tout, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Le discours n'avance pas, le discours ne prouve rien. Ils osent tout, on les reconnaît par ça, donc ce sont des cons. Donc c'est une structure éminemment tautologique de raisonnement, comme on l'a vu tout à l'heure. Deuxième chose, il y a un chantage à l'adhésion là-dedans. C'est-à-dire que si vous ne consentez pas à considérer que les cons sont là où on vous les désigne, vous risquez de passer du mauvais côté de la barrière en tant que spectateur. Donc, il y a aussi une espèce de chantage à l'adhésion dans ce genre de réplique. Soit avec moi, fait partie de ma communauté de discours qui considère que les cons ça ose tout, d'ailleurs, c'est à ça qu'on les reconnaît, malgré mon raisonnement circulaire. Troisième chose, c'est un énoncé détachable. Il vient d'une intrigue policière de truand particulière, mais il a une tonalité générale, une valeur de maxime, ce qu'on appelle apophthegme en rhétorique, qui fait qu'il est réemployable dans toute une série de contextes. Évidemment, ce genre d'énoncé décontextualisé, glissé dans une histoire ou dans un scénario de film parodiable, c'est une stratégie délibérée. Il est écrit pour circuler hors du film, pour circuler justement dans l'interdiscours dont on parlait tout à l'heure, pour devenir une espèce de petit emblème. Et il y a une partie du livre qui s'attache à montrer que c'est un peu ça le secret du dialogue d'Audiard. C'est la valeur détachable et généralisante d'un certain nombre d'énoncés. D'ailleurs, lui-même a fait sa propre promotion de citations en étant le premier à publier un recueil de citations d'Audiard. C'était le premier d'une longue série, parce que là aussi, très régulièrement, vous avez des perles d'Audiard qui ressortent en livre, mais aussi dans des hors-séries de la Presse Magazine, Figaro Magazine, Marianne, etc. Vous avez des bandes dessinées, vous avez des essais qui reprennent cette trame, les cons ça ose tout, vous voyez, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez derrière. Vous avez une page Facebook dans laquelle j'ai abondamment puisé, qui est une espèce de synthèse, et vous avez des titres de presse et même des revues scientifiques qui s'en inspirent pour leur inventivité en matière de titres, ou des déclarations de politiciens qui reprennent cette trame. Vous voyez la circulation de l'interdiscours à partir d'un film de 1963. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une logique contextualisée. Au départ, cette réplique, elle est généralisante, elle a une valeur générale, mais elle vient d'un film particulier, d'une intrigue particulière. Elle est dite par un personnage qui réagit à un contexte particulier dans le scénario. Elle est exportée en citation détachable dans un certain nombre de livres, de perles, de citations, etc. Et puis elle est réutilisée par le public, par tout un chacun, au gré de l'interdiscours, et ça permet de se livrer à toutes les réappropriations possibles et imaginables. Et pour finir, est-ce qu'il ne faudrait pas continuer de médire des cons, je finirai comme ça en reprenant Michel de Certeau, que j'aime bien aussi, et qui distingue les langues artificielles qui articulent les procédures d'un savoir spécifié des langues naturelles qui organisent l'activité signifiante commune. Il me semble que parmi les lieux communs qui organisent l'activité signifiante commune, il y a précisément cette habitude que nous avons tous, pas forcément en faisant des citations d'auteurs, mais de parler des cons. Donc pourquoi c'est un lien social? D'abord, il présente un premier avantage, c'est que ce n'est pas un discours haineux. C'est un discours conflictuel certainement, mais pas un discours haineux. Au sens où con est un signifiant vide. Il n'incrimine aucune communauté particulière. D'ailleurs, on dit bien souvent, les cons sont partout. Et donc, il ne découpe pas une partie prédéterminée de la population. On aura tous, plus souvent qu'à notre tour, l'occasion d'être traités de cons, quelles que soient nos caractéristiques identitaires par ailleurs. Donc c'est clivant, mais ce n'est pas haineux. C'est ce que Bourdieu appelait une routine de la pensée, pour arbitrer des prises de position pratiques. Par exemple, quand on dit, quand on est un petit peu embêté dans certaines circonstances, on dit ben, laissez tomber, c'est un con. Ça permet de souffler un petit peu, de créer une petite soupape de sécurité, de se ranger à cette certitude. De toute façon, j'ai affaire à un con.
Donc je laisse tomber. J'active une routine de la pensée qui me permet d'éviter une situation complexe. Mais c'est aussi un défouloir pour notre goût du péremptoire et des vérités franches. Je le vois bien, c'est un con, et parfois on a envie de ne pas se justifier davantage que ça. Quand on dit de quelqu'un, je le vois bien, c'est un con, c'est évident. Donc il y a le goût de la vérité franche que, même dans une mesure peut-être un peu accrue, je ne dois pas être le seul à partager. Voilà 3 avantages. Et donc, fort de ces conclusions scientifiques, je suis arrivé au bout. Fort de ces conclusions scientifiques, je trouve, pour rejoindre un certain nombre de préoccupations actuelles de notre institution, qu'on pourrait imaginer une politique de bien-être au sein de l'institution qui consisterait à désigner les cons un peu plus souvent. Et ainsi à s'apaiser collectivement, peut-être, et même individuellement. Et je crois qu'on peut engager chacun à continuer tant soit peu de médire des cons, ou de s'y mettre si ce n'est pas encore le cas, et je vous remercie. Voilà, désolé, j'ai été trop long. Vous avez des questions? On va manger tout de suite un sandwich. Oui, Daniela. Un petit lieu commun, est-ce qu'on n'est pas toujours le con de quelqu'un? Et oui, précisément. C'est clivant mais pas stigmatisant, puisqu'on peut l'être chacun à notre tour. Oui. Juste un ajout, c'est vrai que tu as parlé de tout ce qui était topique utilisé dans la littérature savante médiévale. C'est un genre qui a connu un certain succès chez les juristes, évidemment, parce que c'est en lien avec la pratique et l'utilisation, la réutilisation d'arguments entre la faculté et la pratique. Et donc nous avons eu la chance en Belgique d'avoir l'auteur qui était probablement le plus lu en matière de topique, qui est Nicolas Everhart, au XVIe siècle, qui rédige, alors ça dépend des éditions, comme on dit entre le XVIe et le XVIIe, mais certaines circulent sous le titre de Topica. C'est surtout la première édition de Louvain 1516, et à partir de la deuxième édition Louvain 1554, plutôt sous le titre de Loci Legalese, simplement une transposition latine du titre grec. Donc voilà, je ne sais pas si tu avais été jeté un coup d'œil. Non, pas à ce point-là, mais Pascal, quand il dit la loi, c'est la loi et pas davantage, il se pose à un niveau épistémologique peut-être moins spécialisé, mais il rejoint un certain nombre de considérations sur la souveraineté qui agitent le débat français avec Jean Bodin, etc. à cette époque-là. Donc, j'imaginais bien qu'il y avait un lien entre la pensée juridique et l'usage d'un certain nombre de lieux communs. Si, et même sans utiliser le terme de lieu commun. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les topicas dans le cadre de ma thèse, puisque évidemment, Nicolas Everhart, il est officiel de Bruxelles, pardon, donc c'est un des juristes dont j'ai beaucoup étudié les décisions. Mais à certains égards, dans la rédaction et dans l'utilisation des arguments, pour avoir relu récemment le traité de l'argumentation de Klein-Perelman, c'est pas très loin non plus dans une version plus actualisée. Oui. Mais il y aurait quelque chose à creuser de ce côté-là, tu as raison. Ah oui, non, mais chez les juristes, tu peux trouver un nombre incalculable de cons, il faut surtout le dire. Bon, c'est bien réparti. Ça va? Merci beaucoup.